Voilà. Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. C'est à moi que revient l'honneur d'ouvrir cette journée à travers de cette présentation qui va essayer de synthétiser l'ensemble de mon travail de master. Mais avant de commencer, traitant justement de l'enceinte de Chalon-sur-Saône, une ville qui, comme vous allez le voir, est voisine tant par le patrimoine que par l'histoire d'Autun. Et c'est justement par cet aspect, le patrimoine, que j'aimerais vous introduire à ce sujet, puisqu'en effet, la collection archéologique du musée local à Chalon-sur-Saône est parmi l'une des plus vastes de la région. Et parmi les artefacts qui la composent, on peut notamment citer ces blocs architecturaux romains qui ont déjà été étudiés par le passé par d'autres archéologues. Je pense notamment à Mathieu Ribollet qui passera aujourd'hui. Mais la plupart du temps, ceux-ci n'ont jamais été étudiés pour leur contexte de découverte, à savoir l'enceinte tardo-antique de Chalon-sur-Saône, car ceux-ci ont été retrouvés en réemploi au sein de celle-ci et occupaient de facto un rôle architectural au sein de celle-ci, qui n'a malheureusement jamais été pris en compte jusqu'à très récemment. Mais pourquoi étudier cette enceinte ? En effet, par l'archéologie, par la tradition historiographique, les archéologues et les historiens ne se sont que très peu intéressés aux vestiges datant de cette période, considérant que ceux-ci étaient marqueurs d'une pauvreté et d'une décadence des savoir-faire de l'époque romaine, comme en témoignent ces images d'Épinal montrant la fin de l'Empire romain comme marquée par l'assaut des barbares, la militarisation de la société à l'intérieur même des territoires, ce qui aurait forcé la population à se retrancher derrière des murs. Néanmoins, selon l'évolution de l'archéologie depuis une trentaine d'années, on se rend compte que cette période est davantage un temps de très longs changements, mais toujours inscrit dans la continuité culturelle de l'époque du Haut-Empire romain, et les enceintes en constituent un très bon exemple de relecture, puisqu'elles correspondent à une évolution des sociétés, et notamment par la position géographique qu'elles occupent, que ce soit en urbain ou en contexte rural. Mais en l'occurrence, pourquoi celle de Chalon-sur-Saône plus qu'une autre ? Comme vous le verrez sur cette carte, il y a énormément d'enceintes dans le centre-est de la Gaule. Vous avez par exemple ici celle de Sens, tout au nord, Langres, Autun, toutes ces villes par exemple, ou agglomérations à en devenir à l'époque médiévale, sont dotées d'une enceinte à l'époque tardo-antique, c'est-à-dire dès le IVe siècle. Mais en l'occurrence, elles ont toutes un point commun, celle d'être situées le long d'axes principaux routiers issus du Haut-Empire, le fameux réseau Agrippa reliant les différents points névralgiques de l'Empire. Et en l'occurrence, celle de Chalon-sur-Saône, en plus de comporter une taille plus que respectable, environ 13 hectares et demi, est située au carrefour de celle-ci, ainsi que de la Saône. Néanmoins, cette enceinte présente également tout le potentiel et les difficultés inhérentes à ce type de sujet. Comme vous pouvez le voir sur cette carte datée des années 90, et comme je le disais précédemment, cette enceinte a toujours été considérée comme un fait acquis, le tracé étant par exemple représenté en traits pleins, les accès très clairement identifiés et placés, alors que ce type de représentation présente un risque de sclérose vis-à-vis des découvertes plus tardives. Par exemple, la porte de Lyon que vous pouvez voir ici a été identifiée comme étant très probablement d'origine médiévale, puisque la voie Agrippa était, grâce à une fouille réalisée dans les années 2000, passait très probablement plus au sud de sa position, de son tracé actuel. De fait, par extension, comme le disait l'archéologue Louis-Armand Caillat, qui commentait les travaux de Léopold de Niepce, qui fut le premier à s'intéresser à cette enceinte, c'est à peine si on peut montrer quelques parements de cette enceinte au public aujourd'hui, qui se comptent sur les doigts de la main, et encore rares sont ceux visibles depuis la voie publique. Ainsi, le but de ce travail de master était d'étudier cette enceinte sous un angle monographique, comme le montre l'exemple du récent colloque ayant eu lieu à Lille, traitant justement de cette thématique d'étude et ayant montré la plus-value d'étudier ces enceintes sous un angle monographique. Je vous cite par exemple le PCR de l'enceinte du Mans, l'une des plus belles et les mieux documentées grâce à l'équipe de Martial Monteil et Meunier, justement par ce référençage des parements et une approche pluriméthodique. Alors, il a d'abord fallu faire un tri parmi la quantité de données à disposition, à commencer par les données planimétriques qui sont sans doute à l'origine de ce tracé considéré comme acquis.
En effet, entre le plan de Rancurel, ici présent, qui représentant parfaitement l'enceinte sous une forme de cloche comme sur la carte précédente, mais également les anomalies cadastrales et orthophotographiques, on se rend compte que l'enceinte a été pétrifiée par l'urbanisme contemporain qui est venu se construire par-dessus en le grignotant petit à petit et en la conservant potentiellement en guise de soubassement, ainsi. Mais, ces types de données à elles seules ne permettent pas de nous renseigner sur l'apparence de ce mur d'enceinte, mais par extension, au moins d'établir des zones de vide ou de faible fiabilité du tracé. De la même façon, les données de type historiographique, les anciennes publications, ne sont que très peu utiles à elles seules. C'est notamment le cas de la première dont je vous ai parlé, Léopold de Niepce, qui n'est pas celui de la photographie, précision importante, mais un autre érudit de Chalon-sur-Saône de la même époque, et qui montrait et qui s'était contenté en fait de faire le tour de l'enceinte à son époque en commentant les différents rangs de tours et accès visibles, mais sans les décrire davantage. Son texte, qui est la seule monographie sur le sujet depuis plus de 170 ans, a été repris et critiqué par différents auteurs en disant « Non, cette tour ne s'appelle pas comme telle, cette porte ne s'appelle pas comme telle », alors que la plupart n'ont quasiment pas survécu dans le paysage actuel. Il en dénombrait une vingtaine, pour vous dire. Aujourd'hui, on en compte à peine 4. À l'inverse, les découvertes de matériaux anciens ont généralement été très mal documentées, comme le montrent ces données que j'ai héritées du mémoire de l'étudiant Maxime Gaudière, qui avait essayé de faire une carte des découvertes archéologiques dans le Chalonnais, qui suivent à peu près le tracé défini par l'enceinte, mais dont le positionnement géographique demeure approximatif, puisque justement c'est très difficile sur des petites échelles de replacer ces découvertes anciennes. De fait, la donnée la plus importante demeure ce catalogue d'éparpillements documentés, ou visibles ou connus et resituables sur une carte, dont les deux exemples que vous allez voir juste après, ici et ici, sont sans doute les meilleurs. D'ailleurs, notamment cette tour située de ce côté-ci au niveau du palais de l'évêché. Mais il y a également, Marc Talon parlait précédemment de l'existence des services archéologiques municipaux, et en l'occurrence, il y en a eu un aussi à Chalon-sur-Saône, dirigé par Louis Bonamour et Gérard Montel, et leur héritage fut très conséquent, comme le montre cette photographie, qui n'est qu'un des nombreux exemples situés dans les archives du musée de Nons, des clichés jamais publiés, et laissé un peu à l'abandon, car selon les dires de Louis Bonamour, ceci devait déboucher sur une monographie qui n'a finalement jamais vu le jour. Ainsi, en tenant compte de ces disparités entre les différents types de données, il a fallu choisir quelques méthodes appropriées, mais néanmoins facilement applicables pour traiter de l'enceinte, à la fois en termes de coût, mais en termes d'apport également. La géophysique, par exemple, qui permettait d'étayer le tracé, était, pour ainsi dire, ne possédait que peu de plus-value, car la plupart du tracé situé dans des pâtés supposés est situé dans d'actuels pâtés de maison. Quant à l'étude de l'archéométrie, qui permettrait de proposer une datation précise de l'enceinte par les matériaux, malheureusement, on n'en possède aucun. Ça coûte extrêmement cher. De fait, les deux approches qui ont été sélectionnées et retenues pour un projet d'opération qui s'est déroulé cette année furent la prospection cadastrale, afin d'aller examiner dans certaines parcelles à fort potentiel si le tracé était véridique, en allant regarder avec l'accord des propriétaires dans les caves et les arrière-cours s'il y avait des murs non connus pouvant correspondre aux murs de l'enceinte tardo-antique, ici, ici et ici, et parallèlement de relever les quelques exemples à fort potentiel que je vous ai mentionné précédemment, ici et ici, à l'aide de la photogrammétrie, une méthode qui permet de numériser un mur par la prise de multiples photographies, et ensuite de redessiner par-dessus. Quant aux résultats de cette opération, ceux-ci ont été plus ou moins divergents. Les prospections n'ont pas permis de mettre en évidence de nouveaux parements, mais plutôt des vides, qui ne sont pas à prendre en compte comme des vides archéologiques généraux, puisque, comme vous le voyez sur la carte précédente, ceux-ci concernent des petites fenêtres. En l'occurrence, les relevés photogrammétriques se sont révélés extrêmement importants, puisque ceux-ci ont permis de resituer notamment d'anciens sondages pratiqués par l'archéologue municipal Gérard Montel, qui, grâce aux informations qu'il avait pu laisser dans son rapport incomplet,
n'avaient jamais été restitués le long de cette façade, mais ont pu retrouver un semblant de place. De plus, il a également été possible de mesurer les dimensions des matériaux et de faire quelques relevés macroscopiques sur des éléments in situ cassés. On en arrive donc à une compréhension plus ou moins synthétique de ce mur, en commençant par qui était jusqu'à présent résumé de manière synthétique dans la plupart des publications, en commençant par sa base, qui est effectivement composée d'un appareil en grand bloc, probablement du calcaire, très crayeux et correspondant et local. Mais contrairement à ce que pourrait laisser le croire, la quantité de blocs architecturaux récupérés dans les fondations du mur et stockés au musée de Nyon, la plupart des blocs que vous pouvez voir sur ce parement ne comportent aucun élément sur leur face visible à caractère dit architectonique, à part quelques trous de louve, et ici celui-ci comportant une épigraphie à caractère funéraire dont le texte a été tronqué, preuve de la réemploi de cet élément. Par ailleurs, les nombreux blocs ici visibles ont été très travaillés sur leur face lisible, ce qui prouve un caractère davantage technique dans le réemploi de ces matériaux. Néanmoins, on constate certaines irrégularités dans la pose des assises, ainsi qu'une alternance entre éléments en longueur que l'on appelle pannerèse et également des éléments disposés perpendiculairement à ceux-ci que l'on appelle des boutisses, rentrant dans la masse du mur, ce qui permet de rapprocher ce grand appareil des grands modèles génériques proposés par l'archéologue Jean-Pierre Adam, qui appelait par exemple ce type, des murs comme celui-ci à l'époque du Haut-Empire, des murs dits pseudo-isodomes. Isodome voulant dire que la pose des assises est rectiligne et droite. Ensuite, ce petit appareil sert effectivement ce grand appareil sert effectivement de semelle à un plus petit appareil servant de partie supérieure, composé d'une alternance de moellons et de cordons de briques, comme vous pouvez le voir sur le relevé de la tour de l'évêché. En l'occurrence, on constate que les différents matériaux qui le composent possèdent certaines disparités. En effet, pour en venir au tableau que je vous présentais précédemment, les moellons qui composent le petit appareil ont des dimensions plus ou moins calibrées entre 10 et 15 cm de côté, tandis que les terres cuites architecturales qui composent les cordons sont plus ou moins de même épaisseur, mais ont des longueurs de dimensions extrêmement variables. Parallèlement, la plupart d'entre elles sont parfois surcuites, preuve d'un manque, peut-être d'une faible rigueur dans la production de celles-ci, à moins que celles-ci ne proviennent du réemploi. Mais en effet, ces deux appareils ne sont que la partie immergée de l'iceberg, puisqu'ils servent en fait de parement extérieur à une technique en blocage, c'est-à-dire de parement extérieur généralement beaucoup plus soigné, avec un vide sanitaire comblé entre les deux, notamment une technique connue dans le monde romain sous le nom d'opus caementicum, et ici composé d'un mélange interne de terre cuite architecturale pilée avec de la chaux, ainsi que des éléments plus grossiers comme des blocs en calcaire, mais qui néanmoins possède un certain esthétisme. Sur ces photos prises par l'archéologue Gérard Montel, on pouvait lire notamment au dos la mention d'opus picatum, ce qui est un petit peu exagéré, mais en effet prouve que lui aussi avait constaté que ces éléments étaient disposés en champ de manière assez régulière, alors que cette partie, et je le précise, n'est pas censée être visible à l'œil du spectateur et donc n'a pas d'intérêt esthétique, si ce n'est peut-être technique. Donc en effet, ces deux types cette technique, cette pose ainsi que les cordons de briques sont peut-être révélateurs de pose dans l'élévation de ce mur d'enceinte, ainsi que d'un intérêt porté au caractère, technique de l'élévation du mur. En effet, si ces cordons de briques dont on ignore la fonction précisément ne servent pas à aligner par exemple des trous de boulin servant à fixer la charpente ou autres éléments en bois, ce qui est habituellement le cas dans l'architecture gallo-romaine. Alors, l'une des hypothèses qu'on pourrait proposer est que ces cordons de briques servent en réalité à marquer des pauses dans l'élévation de ce mur d'enceinte, servant
pour potentiellement permettre au mortier à l'intérieur du blocage de sécher, car celui-ci aurait peut-être, si ce mur avait été édifié d'une seule traite, aurait peut-être été instable. Ainsi, on en arrive à une compréhension pour le moins très synthétique de ce mur d'enceinte, mais il faut le rappeler, n'est qu'un assemblage de données hétéroclites et qui n'ont pas forcément de lien stratigraphique, puisque nous ne possédons pas encore à l'heure actuelle de vue en coupe complète de ce mur d'enceinte, faute d'accessibilité et puis de fouilles aussi, de section de celui-ci. Risquer de proposer une restitution serait se risquer à la surinterprétation. Les archéologues municipaux des temps passés s'y sont déjà risqués en restaurant par exemple cette tour que j'ai exclue de mon domaine d'études avec cette flèche notamment, alors que sur cette photo plus tardive on n'existait pas, et également ces créneaux qui n'ont d'existence que sur un seul document, le plan de Rancurel, qui en l'occurrence a été réalisé au début de l'époque moderne et n'ont probablement jamais été réalisé à l'époque antique, en tout cas pas selon les données à disposition. Donc en définitive, il n'y a pas de vraie révolution au terme de cette étude architecturale de ce mur d'enceinte, mais un pas en avant vis-à-vis des autres découvertes inhérentes à cette agglomération, puisque les récentes fouilles qui ont pu avoir lieu un peu partout autour et à proximité du mur d'enceinte intra comme extramuros montrent qu'il y a eu une très forte accumulation à l'intérieur de sédiments et de couches d'occupation, ainsi que contrairement à ce qui se déroule à l'extérieur. Par ailleurs, sur les courbes altimétriques, sur des cartes géologiques, on peut très clairement voir qu'ici, il y a une butte qui s'est formée, probablement en bonne partie d'origine humaine, suite à l'implantation de ce mur d'enceinte qui a fait un peu comme avec le mur d'enceinte à Autun, office de terrassement. Donc, un changement des dynamiques sédimentaires, mais aussi humaines, puisque parallèlement, d'après les fouilles archéologiques qui ont pu avoir lieu en périphérie lointaine et autour, on pense de plus en plus que l'agglomération de Chalon-sur-Saône a connu un nouvel essor économique et probablement urbain qui est concomitant de l'installation de cette enceinte, notamment comme le montre la richesse des nécropoles installées tout autour, mais également le site voisin de Sevray, dont je vous invite à aller voir l'exposition à Chalon-sur-Saône, intitulée De terre et bois, et dont les exportations, puisque c'est un atelier de potier, a inondé la vallée du Rhône et de la Saône, et parallèlement, le mur d'enceinte. On retrouve des importations à l'intérieur des couches exhumées à l'intérieur du mur d'enceinte, notamment au niveau du palais de l'évêché et de la cathédrale, récemment fouillé par l'archéologue Benjamin Saint-Jean-Vitus. Donc, il y a beaucoup d'indices indirects qui tentent à prouver que cette enceinte a peut-être joué un rôle structurant dans la réorganisation et le nouvel essor urbain de l'agglomération gallo-romaine après l'époque du Haut-Empire et jusqu'à l'époque médiévale et l'an 1000, même si on demeure incapable de dire s'il y a eu un rapport de causalité. Néanmoins, les textes nous disent par exemple qu'ici, il y avait apparemment à Chalon-sur-Saône une base navale fluviale durant le Bas Empire, et l'érudit Grégoire de Tours nous dit également que cette agglomération était la capitale du roi mythique Gontran, roi des Burgondes. Donc de nombreux indices, même par les textes, qui tentent à prouver un certain intérêt, un certain caractère un peu spécial autour de cette agglomération, et que l'archéologie tente de plus en plus à appuyer. Enfin, concernant les futures possibilités, à Chalon-sur-Saône, elles sont pour le moins assez limitées pour l'instant. Il faudra sans doute attendre de nouvelles fouilles préventives. Mais en tout cas, d'un point de vue architectural, ce que cette étude peut proposer, c'est de réétudier davantage les enceintes tardo-antiques dans le centre-est de la Gaule, en tenant compte de leur qualité architecturale davantage que de leur plan, ce qui permettrait de relancer la question des grands corpus, qui est généralement l'approche qui, depuis l'époque de l'archéologue érudit Blanchet, qui avait été le premier à en faire une synthèse générale à l'échelle de la France, ont souvent été traités au sein de grands corpus. Et par exemple, un rapide examen a permis de montrer que l'enceinte de Chalon partageait des similarités avec des techniques architecturales mises en place sur celles de Mâcon, Dijon, Langres, alors qu'à l'inverse, pour celle d'Autun, comme vous le verrez sans doute dans la prochaine présentation, la pose de l'appareil n'est pas exactement la même et relève sans doute, comme celle de Sens et toutes celles situées le long de cette voie, d'autres projets architecturaux. Cette
De fait, ces similarités viennent appuyer l'hypothèse présentée par mon tuteur de maîtrise, Michel Caspric, qui présentait cet axe comme étant un relais, un axe fortifié, parsemé de relais à équidistance entre Lyon et Trèves en Allemagne. Voilà. Donc, en conclusion, l'enceinte tardo-antique n'a pas encore révélé tous ses secrets, même s'il faudra sans doute attendre les années futures pour assister à de vraies avancées. En attendant, rester attentif aux travaux ainsi qu'aux découvertes hasardeuses demeure une priorité. Parmi les lacunes notables que l'on peut inhérentes à cette enceinte, on peut notamment citer la datation précise, encore mal appuyée par l'archéologie, mais également la nature précise de l'occupation, ainsi que l'origine des matériaux et le rythme d'approvisionnement en matériaux du chantier ayant amené à sa construction, car on ignore parallèlement comment les bâtiments du Haut Empire ont été démantelés pour servir, et pour servir de réemploi, et quelle était même l'autorité qui a chapeauté et financé un tel projet architectural. Je vous remercie de votre attention. Merci Étienne pour cette synthèse de 2 ans de travail, donc un exercice difficile évidemment pour un masterand. On voit évidemment l'intérêt des réexamens de données anciennes et on attend évidemment avec impatience à Châlons l'arrivée de nouvelles fouilles préventives qui permettront de mieux documenter ce site. Et l'intérêt évidemment du travail, c'est également cette conclusion qui montre que les choix architecturaux qui ont été menés à Châlons semblent répondre à d'autres choix le long d'un même axe et se différencier d'autres choix qu'on va voir à Autun. Alors, il y a peut-être 1 ou 2 questions qui vont permettre d'approfondir la réflexion. Agathe, Oui, bonjour. J'avais peut-être une question sur la fonction technique ou décorative des lits de briques. Oui. Alors, d'abord, une petite question sur les tronçons que vous avez pu observer, mais si j'ai bien compris, ce n'est pas forcément énorme. Il n'y a aucun autre motif qui a été observé, comme ça arrive parfois entre les lits de briques. De temps en temps, il y a des alternances, soit de pierres de couleur, soit d'éléments en briques qui font des petits motifs. Les plus spectaculaires, c'est l'enceinte du Mans, mais ça arrive aussi dans d'autres... Oui, tout à fait. L'enceinte de Mâcon possède un exemple de décor en losange pouvant rappeler celle du Mans, mais à Chalon-sur-Saône, malheureusement, les 2 seuls parements en petit appareil connus sont celui-ci, qui en l'occurrence est dans un état brut, donc n'a pas été restauré, et malheureusement cette section qui a été complètement restaurée, si vous allez vous visiter Chalon-sur-Saône, et qui, selon cette restitution proposée par Jules Chevrier il y a plus d'1 siècle et demi. D'accord. Et question subsidiaire du coup sur les lits de briques, mais vous l'avez peut-être dit, auquel cas ça m'aurait échappé, leur fonction, comme on vous dites que les matériaux sont relativement hétéroclites et même les moellons de parement de taille pas forcément très homogène, ces lits de briques ne pourraient pas servir simplement à repartir sur un niveau vraiment horizontal avant de continuer à monter au-dessus ? C'est un petit peu ce que je voulais dire en disant des pauses, mais en effet, oui, Mais en effet, je pense que le principal intérêt de ces moellons de briques est davantage de marquer des césures à la peut-être techniques dans l'élévation de ce mur, et peut-être justement essayer de faire quelque chose d'à peu près isodome. On le voit, vous avez raison, on le voit notamment ici. Mais par exemple ici, c'est un petit peu plus disparate. Par exemple, il y a 3 assises de briques par cordon en moyenne, et ici on voit très bien que le niveau supérieur en moellon est venu manger quelque peu dans l'assise en cordon de briques, ce qui prouve éventuellement que ça servait à servir de réglage. D'autres questions ? Ouais, du coup, j'avais une petite question sur la chronologie, en fait. Est-ce qu'il y a, en termes de chronologie absolue, est-ce qu'il y a des données ou est-ce qu'il y a des projets, en fait, de datation par le C14 ou par la stratigraphie? Est-ce qu'on a des connaissances sur la stratigraphie en relation avec l'enceinte? Voilà, un petit peu sur la chronologie, quoi. Malheureusement, directement sur l'enceinte, non, puisque aucune fouille préventive n'a permis de mettre en évidence, n'a permis de fouiller des couches archéologiques
et à côté d'une section clairement identifiée. La fouille qui avait eu lieu, par exemple, au niveau du palais de l'évêché par Benjamin Saint-Jean-Vitus n'a pas révélé grand-chose. N'était pas situé à proximité directe du mur d'enceinte. La fouille qui avait eu lieu normalement ici, à côté du Châtelet, n'est pas tombée sur le mur d'enceinte. C'est d'où justement le tracé représenté en rouge, car selon moi, peut-être que cet espace était ouvert durant l'Antiquité et non pas fermé complètement. Et enfin, une dernière fouille ayant eu lieu ici, était situé intramuros et ne touchait pas directement le mur d'enceinte également et était sans doute en bonne partie râpé par les différents réaménagements, etc., etc. Mais on constatait, c'est ce que disait récemment l'archéologue, c'est ce qu'avait constaté justement Benjamin Saint-Jean-Vitus dans le rapport de l'époque, qu'on a un habitat en terre et bois d'origine alto-médiévale qui vient s'installer peu de temps après l'élévation de cette enceinte. Mais en l'occurrence, on n'a aucune donnée chronologique fiable et catégorique. Et en termes d'archéométrie, on a malheureusement, j'espère qu'on pourra débloquer des budgets à l'avenir, mais on verra bien. Quelles sont les villes fortifiées plus loin que Langres en direction de Trèves? Trèves. Là, vous me posez... Bon, j'ai pas révisé, on va dire. Okay. Voilà, mais en tout cas, il y en a une autre, notamment ici, par exemple, désolé, ma géographie est un peu libre. Soulos, qui est également fortifié, mais que je n'ai pas pris en compte dans mon raisonnement. Mais si vous voulez, il y a l'article de Michel Kasprick sur le sujet, qui traitait justement des enceintes tardo-antiques, traite en détail des enceintes depuis Anse, qui est la première après Lyon, jusqu'à Trèves. Donc il manque, là vous verrez, mais en effet, je vous l'assure, il y a bien une fortification quasiment tous les 30 km le long de la voie entre Lyon et Trèves. Alors je vous propose de faire une petite incise, puisque M. Vincent Chauvel, maire d'Autun, nous fait l'honneur de sa présence. Donc je lui donne la parole pour donner son sentiment sur notre manifestation. Merci beaucoup, je vais être très rapide. Déjà, je voudrais qu'on applaudisse la présentation et notre jeune masterant. Ça fait vraiment plaisir de voir de la jeunesse et des jeunes futurs archéologues, historiens, chercheurs, scientifiques qui s'intéressent à cette discipline et qui font justement, on y prend notre part avec les contrats CIFRE à la mairie d'Autun qu'on renouvelle maintenant depuis quelques années, des contrats de recherche, et qui font que nous avons une actualité archéologique chaque année très fournie. Je remercie le service archéologique de la ville d'Autun avec l'ensemble des services de la ville et la communication. Cet événement sera disponible sur Internet et sur YouTube en replay pour ceux qui ne peuvent pas suivre toute la journée, d'organiser une nouvelle fois cette journée d'actualité archéologique en territoire éduin. Nous avons eu une très belle introduction sur Chalon-sur-Saône. Jusqu'à midi, vous allez avoir un programme quasiment exclusivement consacré à Autun, avec évidemment notre service archéologique qui lui aussi a une actualité puisqu'il est maintenant en budget annexe, c'est-à-dire qu'il pourra un jour, quand il aura moins de temps, il y aura un tout petit peu moins d'actualité à Autun, c'est-à-dire probablement pas tout de suite, travailler aussi et être finalement dans des opérations sur d'autres communes. C'est la nouveauté des 2 dernières années sur notre service archéologique. Mais pour l'instant, ils vont être très occupés avec l'INRAP sur un chantier qui arrive début 25 et qui va être la construction en sous-œuvre du rez-de-chaussée du panoptique sous
la prison, et on espère que ça donnera pas trop lieu à beaucoup de présentations sur la journée d'actualité archéologique, parce que normalement ça ne doit pas être très sensible, et le cas échéant ça donnerait un certain nombre d'imprévus au projet, mais néanmoins vous verrez que ce projet Panoptique a déjà révélé, avec Archéo Dunum qui en a fait une présentation intéressante, des connaissances sur notre enceinte tardo-antique et sur un certain nombre d'élévations dans le quartier cathédrale. Et puis à côté, Sylvie Balconberry a aussi des projets, et avec Camilla Canoni, on fait montre de tout ce que la technologie, la photogrammétrie, la reconstitution 3D pouvaient nous permettre de découvrir sur de l'archéologie du bâti. Et encore d'autres actualités. Je suis très impatient de voir ce que l'intelligence artificielle dans les prochaines années pourra aussi amener à ces disciplines. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie vraiment d'être venu. Je suis très content que ces journées existent et qu'elles soient chaque année de plus en plus denses, ou au moins aussi denses chaque année. Et votre intérêt montre que, eh bien, on a raison d'organiser ces séances de vulgarisation ou de diffusion, parce que finalement c'est aussi assez technique, et que on voit qu'au-delà du cercle des initiés, le public autunois, les autunois, la population en général se passionne et s'intéresse à ces découvertes. Merci de les faire et d'y travailler tout au long de l'année, et merci de nous les faire partager pendant cette journée. Bonne journée d'actualité archéologique à tous. Merci. Donc, en mon nom personnel, je remercie évidemment la municipalité aussi de nous permettre tous les ans toutes ces multiples découvertes. Ça ne se fait pas dans toutes les villes.